6 Messerschmitt s'abattent en spirale vers la Terre, en l'espace de 90 secondes. Leurs pilotes n'ont jamais vu ce qui les a tués. Ils ont scruté le ciel ouvert. Ils ont vérifié leurs arrières. Ils ont appliqué la doctrine. Et pourtant, ils sont morts. L'Américain qui les a abattus n'était ni plus rapide, ni plus chanceux. Il était simplement devenu invisible. Son P-51, Mustang, portait une livrée si étrange, si contre-intuitive, que les pilotes ennemis le regardaient droit devant eux, sans voir autre chose que du vide. Comment cacher un chasseur en plein jour, printemps 1944? Le ciel au-dessus de l'Europe occidentale n'appartient à personne et à tout le monde à la fois. Les raids diurnes américains s'enfoncent toujours plus profondément dans le Reich. Les intercepteurs allemands montent à leur rencontre. La guerre aérienne est devenue une équation implacable d'altitude, de rayon d'action et de puissance de feu. Les équipages de bombardiers meurent par centaines, les chasseurs d'escorte allongent leur mission semaine après semaine, brûlant un carburant qu'ils peuvent à peine se permettre rentrant à la base sur des vapeurs et des prières. Le P-51 Mustang change les règles du jeu. Avec ses réservoirs largables et son moteur, Merlin Packard, il peut escorter les bombardiers jusqu'à Berlin et revenir. Il vire plus serré qu'un Focke-Wulf. Il dépasse un Messerschmitt en vol horizontal. Les pilotes américains commencent à croire qu'ils peuvent dominer le ciel. Mais la conviction ne résout pas le problème fondamental du combat aérien. On peut manœuvrer mieux que l'ennemi, on peut tirer plus juste, mais avant tout, il faut le voir avant qu'il ne vous voie. Dans le chaos vertical d'un combat tournoyant, repérer l'adversaire est souvent plus difficile que le détruire. Les pilotes tendent le cou jusqu'à en avoir mal à la nuque. Ils plissent les yeux face à l'éclat du soleil. Ils balayent l'horizon par secteur cadran après cadran, conscients que la seule portion de ciel qu'ils négligent peut être celle qui les tuera, et même lorsqu'ils voient l'ennemi, celui-ci peut les avoir repérés en premier. Le P-51 standard est peint en vert olive sur gris neutre. C'est un schéma pratique, hérité de la doctrine d'avant-guerre et de l'efficacité industrielle. À basse altitude, ils se font correctement dans le paysage verdoyant. Mais à 6000 mètres, là où se déroule l'essentiel des combats, le Mustang devient une silhouette sombre, découpée sur un ciel pâle. Les pilotes ennemis le repèrent à des kilomètres. Ils choisissent le moment de l'engagement. Ils imposent leurs conditions. Certains pilotes américains commencent alors à se demander si cette peinture n'aide pas davantage l'ennemi qu'eux-mêmes. L'un d'eux est capitaine au sein de la 8e force aérienne. Il ne vole pas comme un casse-cou. Il ne cherche pas la gloire. Il observe, il réfléchit. Et il commence à remarquer quelque chose dont personne ne parle encore. La couleur de son avion pourrait être en train de tuer ses camarades. Si cette histoire vous importe, pensez à aimer et à vous abonner. Il a grandi dans un endroit où le ciel était vaste et vide. Pas de lumières urbaines pour noyer les étoiles, pas de brume industrielle pour brouiller l'horizon, seulement un air limpide et des lignes de vue infinies. Il a appris à estimer les distances à l'œil nu, à détecter le mouvement dans l'immobilité. Des compétences qui plus tard se révéleraient cruciales sans qu'il puisse l'imaginer. Il n'est pas né dans l'aisance ni le privilège, il a gagné sa place dans un cockpit, comme la plupart des pilotes américains, par ses aptitudes, sa persévérance et le besoin désespéré d'une nation en guerre. Il a réussi les épreuves, il a survécu à l'entraînement, il a appris à piloter le P-51 sur des bases dispersées dans le sud des États-Unis, où les instructeurs l'ont formé à la gestion de l'énergie au tir et à la discipline de formation. Ils lui ont appris à penser en 3 dimensions. Ils lui ont appris à tuer
efficacement. Mais personne ne lui a appris à remettre en question la couleur de son avion. Il est envoyé outre-mer au début de 1944. À ce moment-là, la 8e force aérienne est devenue une machine d'une ampleur terrifiante, des centaines de bombardiers, des dizaines de groupes de chasse, une armée aérienne entière conçue pour démanteler le Troisième Reich mission après mission. Il rejoint une escadrille qui a déjà perdu des hommes. Il dort dans leurs couchettes. Il vole sur leurs avions réparés. Il apprend leurs noms sur les tableaux de mission et ne les prononce jamais à voix haute. Lors de sa première escorte de bombardiers en profondeur au-dessus de l'Allemagne, il comprend ce qui est en jeu. La flaque éclate en grappes noires le long de la formation. Des chasseurs plongent depuis le soleil. Les communications radio se dissolvent en parasites et en cris. Il tire sur un Focke-Wulf et le voit partir en tonneau vers les nuages. Il ne sait pas s'il l'a abattu. Il n'a pas le temps d'y penser. Ce qui le marque n'est pas la violence, mais l'instant qui la précède. Le moment précis où un chasseur ennemi surgit de nulle part, déjà en train de tirer, déjà engagé. Il rejoue la scène dans son esprit. Où était-il? Pourquoi ne l'a-t-il pas vu plus tôt? Il commence alors à prêter attention à ce qu'il voit et à ce qu'il ne voit pas. Il observe les autres P-51 en formation. Il remarque combien le fuselage vert olive tranche dans la brume d'altitude. Il remarque le contraste brutal des ailes sombres sur les nuages. Il remarque qu'un Mustang qui vire devient instantanément un point noir qui attire le regard. Et il commence à se demander ce que l'ennemi voit lorsqu'il le regarde. De retour à la base, entre deux missions, il pose des questions. Il discute avec les autres pilotes. Certains balayent l'idée d'un revers de main. La peinture ne gagne pas les combats aériens, disent-ils. Ce sont la vitesse et le tir qui comptent. Mais quelques-uns reconnaissent avoir pensé la même chose. Ils se sont demandé si la peinture sombre ne les rendait pas plus faciles à repérer. Ils se sont demandé s'il n'existait pas une meilleure solution. Il écrit une lettre chez lui. Il n'y évoque ni les combats, ni les pertes. Il pose des questions sur la lumière et l'ombre. Il demande comment les choses disparaissent dans leur environnement. Il tente de résoudre un problème que personne n'a officiellement reconnu. Peu à peu, une réponse prend forme dans son esprit. Il ne s'agit pas d'être sombre, il s'agit d'être clair, pâle, lumineux. Si le ciel en altitude est d'un bleu-gris délavé, alors peut-être qu'un chasseur devrait lui ressembler. Peut-être que le camouflage ne consiste pas à se fondre dans le sol. Peut-être consiste-t-il à se fondre dans l'air lui-même. Il n'est ni ingénieur ni scientifique, mais il sait ce qu'il voit. Et il sait que dans un combat entre deux pilotes de compétence, égale celui qui repère l'autre en premier, survit. Il décide de tester sa théorie sans passer par les voies officielles, sans déposer une demande formelle qui mettrait des mois à être examinée et serait probablement refusée. Il décide de l'éprouver de la seule manière qu'un pilote de chasse connaisse, en mettant sa vie en jeu et en voyant ce qui se passe. Le problème est plus ancien que la guerre. Le camouflage a toujours été un compromis. Faire se fondre un avion dans le sol le rend visible dans le ciel. Le fondre dans le ciel le rend visible depuis le sol. La doctrine impose des avions sombres sur le dessus et clairs en dessous. Ainsi, un ennemi qui regarde vers le bas voit sombre, et un ennemi qui regarde vers le haut voit clair. En théorie, cela fonctionne dans les deux sens. En pratique, cela ne fonctionne dans aucun. En 1944, le combat aérien se déroule à des altitudes où le sol n'a plus aucune importance. Les pilotes ne regardent pas en bas. Ils se scrutent l'horizon et ce qui se trouve au-dessus. Ils traquent les silhouettes, les mouvements, le reflet révélateur d'une verrière frappée par le soleil.
et à ses altitudes. Le schéma standard vert, olive et gris neutre transforme le P-51 en cible bien visible. Les pilotes britanniques sont les premiers à le remarquer. Les chasseurs de la Royal Air Force adoptent des livrées plus claires plus tôt dans la guerre. Certains Spitfire portent un bleu-gris pâle qui disparaît presque dans les nuages. Les Tempest et les Typhoon reçoivent un traitement similaire. La logique est implacable. Si la majorité des combats se déroulent dans le plan vertical, alors l'avion doit être camouflé pour le vertical. Les Américains, pourtant, conservent le vert olive, en partie par inertie, en partie à cause de l'ampleur de la production. Les usines sont déjà configurées, la peinture est déjà préparée. Modifier la norme impliquerait de reconfigurer des milliers d'avions dans des dizaines de dépôts. Ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Ainsi, les chasseurs américains continuent de porter une livrée conçue pour une autre guerre. Les pilotes de la 8e force aérienne remarquent le problème. Ils le signalent. Ils rédigent des comptes rendus de mission, indiquant que les chasseurs ennemis semblent les repérer en premier. Ils demandent des peintures plus claires. Certaines unités expérimentent de leur côté avec ce qu'elles peuvent récupérer dans les stocks des dépôts. Quelques P-51 sont repeints dans des couleurs non réglementaires. Quelques P-47 passent à l'aluminium. Mais il n'existe aucun effort coordonné, aucune étude officielle, aucune doctrine tactique. Le capitaine le sait. Il sait que s'il veut une autre livrée, il devra la rendre possible lui-même. Il devra convaincre son chef mécanicien. Il devra trouver la peinture. Il devra prouver que cela fonctionne. Et il devra le faire sans se faire clouer au sol. Il commence par observer. Il regarde le ciel à différentes heures de la journée. Il observe la façon dont les nuages changent de couleur avec l'altitude. Il observe comment la lumière du soleil efface les contrastes à 6000 mètres. Il regarde les autres avions et note lesquels se fondent dans l'arrière-plan et lesquels ressortent. Il en arrive à la conclusion que la couleur idéale est un gris très pâle, presque blanc. Ni brillant, ni réfléchissant, simplement assez clair pour correspondre à la brume d'altitude qui domine le ciel européen, suffisamment clair pour que l'œil d'un pilote ennemi glisse dessus sans s'y accrocher. Il en parle à son chef mécanicien. Celui-ci écoute. Il a vu trop d'avions rentrer criblés d'impacts. Il a vu trop d'emplacements vides sur le terrain. Si une nouvelle peinture peut aider, il est prêt à essayer. Le problème reste de trouver la peinture. Le vert olive est réglementaire. Le gris clair ne l'est pas. Le capitaine fouille les stocks des dépôts. Il parle aux sous-officiers du ravitaillement. Il échange des services. Il insiste. Finalement, il trouve ce qu'il lui faut. Pas de la peinture militaire, même pas de la peinture aéronautique. Juste un après-gris très pâle destiné aux sous-couches. Il est fin. Il n'est pas durable. Mais la couleur est la bonne. Ils attendent une fenêtre de maintenance. Un jour où le temps est trop mauvais pour voler, où le reste de l'escadrille est cloué au sol et où personne ne prête attention. Le chef mécanicien et son équipe décapent le vert olive du P-51 du capitaine. Ils poncent la surface. Ils appliquent le gris très pâle en couches fines, travaillant vite, espérant que la peinture sèche avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Le lendemain matin, le Mustang paraît étrange. Il semble nu. On dirait qu'il porte une simple couche d'apprêt, plutôt qu'une livrée réglementaire. Les autres pilotes passent devant et s'arrêtent pour regarder. Certains rient. D'autres lui demandent s'il compte terminer la peinture. Il leur répond que c'est déjà fini. Il leur dit d'observer ce qui va se passer. Personne ne le croit. La première mission après la modification est une escorte de bombardiers vers Magdebourg.
Le temps est parfaitement clair, la visibilité illimitée. Le genre de journée où les chasseurs ennemis seront forcément au rendez-vous. Le capitaine décolle avec son élément 4 P-51 en formation lâche. 3 en vert olive standard, un seul en gris pâle. Ils montent dans l'air froid du matin, rejoignent la vague de bombardiers, puis mettent le cap à l'est vers l'Allemagne. À 6000 mètres d'altitude, le Mustang gris clair commence à disparaître. Pas totalement, pas comme par magie. Mais lorsque le capitaine jette un coup d'œil à sa propre aile, il remarque qu'elle se fond dans la brume. Elle ne tranche pas, elle n'attire pas le regard. Elle n'est qu'un fragment du ciel parmi d'autres. Il se demande si l'ennemi voit la même chose. Il n'a pas longtemps à attendre. Le contact survient environ 1 heure après le début de la mission. Un groupe de Messerschmitt 109 plonge sur la formation de bombardiers depuis le nord. Les chasseurs américains rompent pour intercepter. Le ciel se transforme en un enchevêtrement d'avions en virage. L'altitude chute, la vitesse augmente. Le capitaine tire brutalement sur le manche, sentant les forces G l'écraser dans son siège. Il se place derrière un 109 et ouvre le feu. Le Messerschmitt casse sur la gauche et plonge. Puis quelque chose d'étrange se produit. Un autre 109 traverse son champ de vision de haut en bas, sans méfiance. Le pilote ennemi devrait le voir. La distance est inférieure à 1000 mètres. L'angle est parfait. Pourtant, le Messerschmitt ne réagit pas. Il ne vire pas. Il n'esquive rien. Il poursuit sa trajectoire comme si le P-51, gris pâle, n'existait pas. Le capitaine réduit la distance. Il centre le viseur. Il tire une courte rafale. Le 109 tressaute et se retourne sur le dos. Le pilote s'éjecte. L'avion part en vrille vers le sol. Quelques secondes plus tard, un autre 109 apparaît. Même situation. Le pilote ennemi ne le voit pas, ne réagit pas. Le capitaine tire à nouveau. Une victoire de plus. Puis une autre. Puis encore une. Le combat dure 90 secondes, peut-être moins. Le capitaine abat 4 Messerschmitt durant cet instant, peut-être 6. Le rapport officiel en confirmera 4. Dans le chaos du combat tournoyant, il en perd le compte. Ce qu'il ne perd pas, en revanche, c'est la certitude que quelque chose de fondamental a changé. Il ne le voit pas. Il regarde droit sur lui, sans le voir. La peinture, gris pâle, fonctionne. Elle fonctionne bien mieux qu'il ne l'avait imaginé. À l'atterrissage, les autres pilotes se pressent autour de lui. Ils ont vu les victoires. Ils l'ont vu traverser la formation ennemie comme un fantôme. Ils veulent comprendre. Ils veulent savoir comment il a fait. Ils montrent la peinture. Il leur explique que les pilotes allemands ne l'ont jamais vu arriver. Il affirme que la couleur a fait la différence. Certains restent sceptiques. Ils parlent de chance. Ils disent comme qu'il a simplement mieux piloté. Mais quelques-uns commencent à poser des questions à leur chef mécanicien à propos de la peinture. Le commandant d'escadrille en entend parler. Il est dubitatif. La peinture ne gagne pas les combats, affirme-t-il. Ce sont l'entraînement et la discipline qui comptent. Mais il accepte de visionner les films de la caméra de tir. Il accepte d'écouter. Les images montrent exactement ce que le capitaine a décrit. Des chasseurs ennemis qui passent devant le P-51 gris pâle sans réagir. Aucune manœuvre d'évitement, aucun décrochage défensif, juste un vol rectiligne suivi de balles, puis de la mort. Le commandant ordonne de repeindre 2 autres Mustangs, puis 4 de plus, puis l'escadrille entière. En quelques semaines, d'autres unités commencent à poser des questions. En quelques mois, la 8e force aérienne lance une évaluation formelle. Le schéma gris pâle, bientôt désigné comme bleu ciel, ou bleu azur, apparaît sur un nombre croissant de P-51.
Le changement n'est ni immédiat, ni universel, mais il se propage, et les ratios de victoire commencent à évoluer. La remise en peinture devient un rituel. Les chefs mécaniciens retirent le verre olive. Ils poncent l'aluminium. Ils appliquent le gris pâle avec soin. Les Mustangs sortent de maintenance avec un aspect étrange, inachevé, comme des avions encore sous apprêt, attendant leur couleur définitive. Mais les pilotes qui les utilisent reviennent avec des récits troublants. Ils parlent d'ennemis qui ne les ont jamais vus, d'attaques par surprise venues d'angles impossibles, de victoires trop faciles, trop nettes, comme si l'adversaire avait simplement oublié de regarder. Un pilote raconte une passe frontale contre un Focke-Wulf. Normalement, une attaque frontale relève du suicide mutuel. Les deux pilotes se voient. Les deux ouvrent le feu. Les deux tentent de rompre à la dernière seconde. Mais cette fois-ci, le Focke-Wulf maintient son cap. Ils ne rompent pas. Ils ne tirent pas. Le pilote américain comprend trop tard, trop engagé, pour interrompre l'attaque, que l'ennemi ne l'a tout simplement pas vue. Il lâche une rafale et tire violemment sur le manche. Le chasseur allemand explose dans un nuage de débris. Il traverse l'épave à pleine vitesse. Un autre pilote raconte avoir suivi 2 Messerschmitt pendant près de 2 minutes complètes avant qu'ils ne se rendent compte de sa présence. Il reste dans leur angle mort, réduit lentement la distance, attend le tir parfait. Il ne vérifia jamais leurs arrières. Lorsqu'il ouvre le feu, ils se dispersent en panique. Il les abat tous les deux. Le même schéma se répète, mission après mission. Les Mustangs gris pâle deviennent des spectres. Ils s'infiltrent dans les formations ennemies sans être détectés. Ils tirent à des distances qui devraient être suicidaires, et pourtant, ils survivent. Ce n'est pas de l'invincibilité. La peinture n'arrête pas les balles. Elle n'améliore ni la puissance du moteur, ni le rayon de virage. Mais elle offre du temps, 1 ou 2 secondes supplémentaires pour aligner un tir. Et dans le combat aérien, 1 ou 2 secondes font la différence entre la vie et la mort. Le capitaine accomplit 20 missions supplémentaires à bord de son Mustang gris pâle. Il augmente son palmarès. Il voit les autres pilotes faire de même. Il constate la baisse du taux de perte de l'escadrille. Pas jusqu'à 0, jamais jusqu'à 0, mais suffisamment pour que moins de couchettes restent vides, suffisamment pour que moins de noms apparaissent sur les listes de pertes. Il observe aussi les résistances. Certains pilotes refusent de repeindre leurs avions. Ils trouvent que le gris pâle donne un aspect inachevé. Ils y voient un mauvais présage. Ils préfèrent le vert olive traditionnel, même s'il les rend plus visibles. Le capitaine ne discute pas. Il continue simplement de voler. Il laisse les résultats parler d'eux-mêmes. À l'été 1944, la 8e force aérienne commence à diffuser des recommandations sur les schémas de camouflage. La suggestion officielle préconise un bleu-gris clair pour les chasseurs de supériorité aérienne. Ce n'est pas un ordre ni une obligation, seulement une recommandation. Mais cela suffit. Les escadrilles commencent à repeindre. Les dépôts se mettaient à mélanger la nouvelle couleur. Les usines l'appliquent directement sur les Mustangs neufs avant leur envoi outre-mer. Le changement s'étend à d'autres théâtres d'opération. Dans le Pacifique, les P-51 reçoivent des livrets similaires. Gris pâle sur bleu clair, parfois aluminium nu. Tout ce qui peut réduire la visibilité dans le ciel. La logique reste la même, si l'ennemi ne peut pas vous voir, il ne peut pas vous tuer. Le capitaine ne revendique jamais la paternité de cette évolution. Il n'écrit aucun rapport. Il ne réclame aucune décoration. Il se contente d'accomplir ses missions et de rentrer vivant. Son chef mécanicien
entretient soigneusement la livrée gris pâle, la retouche après chaque vol, la maintient lisse et uniforme. Il la traite comme une armure, car d'une certaine manière, c'en est une. Peu à peu, les autres pilotes commencent à surnommer les Mustangs gris pâle, les avions fantômes. Le nom s'impose. Ils se répandent dans la 8e force, aérienne et au-delà. Avions fantômes, chasseurs, invisibles, machines que les pilotes ennemis ne voient pas. Le capitaine entend ce surnom. Il ne le rejette pas, mais il connaît la vérité. La peinture ne l'a pas rendu invisible. Elle l'a simplement rendu plus difficile à repérer. Elle lui a donné un avantage. Et dans une guerre faite de mètres et de secondes, un avantage est tout. Il termine son tour d'opération à l'automne. 35 missions, 12 victoires confirmées, aucune perte. Il rentre aux États-Unis. Il forme de nouveaux pilotes. Il leur parle de gestion de l'énergie de tir de conscience de la situation. Il leur parle de l'importance de voir l'ennemi en premier. Et il leur parle aussi de la peinture. Les effets sont mesurables. Après l'introduction des livrées gris pâle, les groupes de chasse de la 8e force aérienne signalent une amélioration des ratios victoire-perte. Pas partout, pas à chaque mission, mais la tendance est claire. Les chasseurs de couleur claire subissent moins de pertes. Ils obtiennent davantage de victoires. Ils reviennent des missions de pénétration profonde avec moins de dommages de combat. Les données ne sont pas parfaites. Le combat est chaotique. Les variables se superposent. Il est impossible d'isoler totalement l'effet de la peinture de celui des tactiques de l'entraînement ou de la chance. Mais les témoignages s'accumulent. Les pilotes rapportent donc de façon constante que les chasseurs ennemis ne les repèrent pas, avant qu'il ne soit trop tard. Les films de caméras de tir montrent des adversaires volant droit et à niveau inconscient, quelques secondes avant d'être touchés. Les officiers du renseignement prennent note. Ils interrogent les pilotes de retour. Ils analysent les rapports de mission. Ils comparent les performances des Mustangs gris pâle à celles des Mustangs vert olive dans des engagements similaires. La conclusion est difficile à contester. Un camouflage plus clair offre un avantage tactique en haute altitude. À la fin de l'année 1944, la plupart des nouveaux P-51 sortent des chaînes de production en métal nu, avec une peau d'aluminium poli et protégée par un vernis transparent. C'est plus léger que la peinture plus facile à entretenir et presque aussi efficace que le gris pâle. L'éclat naturel du métal se fond dans la brume de haute altitude presque aussi efficacement qu'un pigment. Certaines escadrilles continuent de préférer le bleu-gris clair. D'autres optent pour le métal nu intégral. Le choix devient une question de préférence et de disponibilité. Mais le principe lui demeure inchangé. La visibilité est cruciale. Le camouflage n'a jamais eu pour but de se cacher du sol. Il sert à échapper au regard de l'ennemi. Les enseignements dépassent largement la simple question de la peinture. Les tacticiens américains commencent à étudier la visibilité sous toutes ses formes. Ils analysent les traînées de condensation et les moyens de les réduire. Ils examinent l'espacement des formations et son influence sur la distance de détection. Ils étudient l'angle du soleil et la manière de l'exploiter pour se dissimuler. Le Mustang gris pâle devient un cas d'école d'observation appliquée. L'intuition d'un pilote éprouvé sous le feu qui finit par transformer la doctrine. Les Allemands, eux, ne s'adaptent jamais complètement. Leurs chasseurs conservent des camouflages sombres et fragmentés gris et verts, conçus pour les opérations à basse altitude efficaces face au sol, mais terriblement visibles dans le ciel. Lorsque les commandants de la Luftwaffe prennent conscience du problème, il est déjà trop tard. Il manque de ressources pour repeindre des escadres entières.
Il manque de carburant pour former les pilotes à de nouvelles techniques de recherche visuelle. Il manque de temps. Au cours de la dernière année de la guerre, les chasseurs américains dominent le ciel européen. Pas seulement grâce au nombre, pas seulement grâce à l'entraînement, mais parce qu'ils ont appris à voir avant l'ennemi et à frapper les premiers. Les Mustangs gris pâles ouvrent la voie. Ils balayent en l'espace devant les bombardiers. Ils traquent les formations adverses. Ils accumulent les victoires à un rythme qui dépasse toutes les attentes d'avant-guerre. À elle seule, l'escadrille du capitaine totalise plus de 200 victoires aériennes confirmées entre le débarquement et la capitulation allemande. Les Mustangs, gris pâle, y jouent un rôle mesurable. Les pilotes qui les utilisent surpassent régulièrement ceux qui ne le font pas. L'écart n'est pas spectaculaire, mais il est réel. Après la guerre, l'US Air Force conserve ses enseignements. Les chasseurs de l'après-guerre adoptent des teintes claires ou le métal nu. Le gris de supériorité aérienne devient la norme. Le principe perdure en Corée, au Vietnam et au-delà. Même à l'ère du jet, lorsque les vitesses augmentent et que les distances d'engagement s'allongent, l'importance du camouflage visuel demeure. Les technologies furtives modernes ne sont qu'une évolution de la même idée, empêcher les capteurs ennemis de vous détecter. Qu'il s'agisse de l'œil humain ou d'un radar, l'objectif reste identique. Dans la plupart des ouvrages historiques, le P-51 gris pâle n'est qu'une note de bas de page, un détail mineur, une curiosité. Mais pour les pilotes qui l'ont utilisé, il représentait bien davantage. La preuve que l'observation compte, que remettre en question la doctrine compte, et qu'une seule personne attentive peut infléchir le cours d'une guerre. Des années plus tard, longtemps, après que les armes se sont tues, le capitaine retourne en Angleterre. Il visite l'aérodrome où il a volé. Les pistes sont toujours là, fissurées et envahies par la végétation. Les aires de dispersion sont vides. La tour de contrôle se dresse en silence, fenêtre sombre. Il longe le périmètre perdu dans ses souvenirs. Il se rappelle le rugissement des moteurs Merlin à l'aube, le poids de la combinaison de vol, les visages de ceux qui ne sont jamais revenus. Il se souvient du Mustang gris pâle et des missions qu'il lui a permis d'accomplir. Dans les années 1980, des historiens viennent l'interroger. Ils lui demandent pourquoi la peinture. Ils lui demandent s'il avait conscience, à l'époque, qu'il était en train de faire évoluer la doctrine. Il répond que non. Il explique qu'il cherchait simplement à survivre. Il avait identifié un problème, il avait imaginé une solution, il l'avait testé. Et cela avait fonctionné, rien de plus. On lui demande alors s'il se considère comme un héros. Il répond que non. Les héros, selon lui, sont ceux qui sont morts. Lui sait seulement trouver une façon d'être un peu plus difficile à tuer. Les historiens insistent. Ils lui montrent des données, des taux de survie. Ils lui expliquent comment le schéma gris pâle s'est diffusé dans la 8e force aérienne, puis au-delà. Ils lui présentent des estimations. Si ce camouflage plus clair n'avait amélioré les ratios de victoire que de 5%, il aurait tout de même pu sauver des dizaines de vies, peut-être des centaines. Il écoute, il hoche la tête, il ne conteste pas, mais il ne s'en attribue pas le mérite non plus. Il répète que la peinture n'était que de la peinture. Ce sont les pilotes qui comptaient, ceux qui ont volé, ceux qui ont pris les risques. La peinture ne leur a offert qu'une chance. Dans sa dernière interview enregistrée quelques années avant sa mort, on lui demande ce qu'il souhaite que l'on retienne. Il réfléchit longuement, puis il répond ceci. La guerre est faite de milliers de petites décisions. La plupart n'ont aucune importance, mais certaines en ont,
et on ne sait jamais lesquels avant que tout soit terminé. Alors on observe, on pose des questions, on essaie, et si l'on a de la chance, on vit assez longtemps pour savoir si l'on avait raison. Aujourd'hui, le Mustang gris pâle est conservé dans des musées et sur des photographies. Des avions restaurés arborent ces couleurs lors de meetings aériens. Les historiens l'évoquent dans des notes de bas de page. Les maquettistes le reproduisent en miniature. Il est devenu un symbole. Le rappel que l'innovation ne vient pas toujours des états-majors ou des laboratoires. Parfois, elle naît simplement d'un pilote d'un pinceau et d'une idée. Le carnet de vol du capitaine repose dans une archive. 35 missions, 12 victoires confirmées, une intuition non officielle qui a pourtant changé la manière dont l'Amérique a mené la guerre aérienne. Le carnet ne mentionne pas la peinture. Il ne parle ni du nouvel après, ni de la première mission qui a suivi. Il aligne seulement des dates, des objectifs et des résultats. Magdebourg, Berlin, Munich, tous les endroits où il est allé et d'où il est revenu. Mais entre les lignes, si l'on sait où regarder, on peut le voir. On peut distinguer l'instant où la survie cesse d'être une affaire de chance pour devenir une affaire de science. Le moment où le camouflage cesse de vouloir se fondre dans le sol pour chercher à disparaître dans le ciel. L'instant précis où un pilote américain observe son avion et pose une question que personne n'avait encore osé formuler. Où s'arrête le ciel et où commence le chasseur? Comment peindre quelque chose pour qu'il n'existe plus? Il a trouvé la réponse. Il l'a testée sous le feu. Et il a vécu assez longtemps pour raconter l'histoire. Non parce qu'il était plus courageux que les autres, non parce qu'il tirait mieux, mais parce qu'il a observé, parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a refusé d'accepter que les choses devaient rester telles qu'elles étaient. Le Mustang gris pâle est bien plus qu'un simple schéma de peinture. C'est une leçon. Un rappel que dans la guerre comme dans la vie, les plus petites observations peuvent produire les plus grandes conséquences. Que voir clairement est une arme. Que demander pourquoi est un acte de courage. Et que parfois la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire à l'ennemi est simplement celle-ci le forcer à vous chercher et à ne trouver qu'un ciel vide